Alors, une autre application de la notion de fit former, c'est les modèles, la modélisation, entre autres AR, MA et ARMA. Alors, quand on parle de modélisation, qu'est-ce qu'on entend? Modéliser signifie trouver un modèle mathématique. Si, par exemple, vous avez un nuage de points qui se présente comme ça, quand vous allez essayer de modéliser, donc vous dites ça ressemble à une droite, donc vous allez chercher la droite qui passe par le maximum de points. Cette droite, donc, c'est la pente et l'offset B. Donc, vous allez déterminer les paramètres du modèle qui sont donc votre A et votre B. Donc, quand on fait de la modélisation, donc, on va dire qu'on suppose un modèle mathématique dont on cherche les paramètres. Maintenant, si mes points se présentent comme ça, c'est plutôt une parabole, et que moi, je continue à supposer que c'est une droite, et donc il va trouver la droite qui passe par le maximum de points. Ce n'est pas parce que vous avez supposé un modèle que ça signifie forcément que le modèle est bon. Vous supposez que c'est une droite, il va trouver la droite qui passe par le maximum de points, c'est-à-dire quand il va mesurer la distance à chaque fois entre tous ces points et la droite, il va essayer de minimiser la distance. D'ailleurs, on parle d'une fonction de coût. Donc, je peux déjà faire une erreur parce que je n'ai pas modélisé avec la bonne fonction. Donc, parce que je suppose que j'ai choisi la bonne fonction. Et je peux aussi faire d'autres erreurs en ne choisissant pas la bonne méthode qui me permet de déterminer les paramètres. Donc, voilà pour l'aspect modélisation. On va l'utiliser. Donc, regardez, supposons que ce nuage de points contient 1000 valeurs. Bien sûr qu'il est plus facile d'envoyer A et B, de stocker A et B que de retenir, donc d'envoyer ou de stocker 1000 points. Donc, ce principe de modélisation, donc, il sous-entend encore une fois un modèle mathématique dont il faudra estimer les paramètres. Quand on parle d'estimation, ça signifie qu'on va trouver la valeur la plus proche de A et B. On parle aussi, donc, quand on estime, donc, ça veut dire qu'il faut mesurer une erreur. Et puis, estimer quelque chose va vous demander du temps, va demander des calculs. Donc, on parle toujours d'une fonction de coût que je cherche à minimiser. Lorsque vous décidez de faire un trajet, vous le gérez aussi en fonction de coût. Vous décidez de le faire avec taxi. Vous allez, ça va être beaucoup plus rapide, mais ça va vous coûter cher. Vous décidez de prendre les transports en commun, ça va vous coûter moins cher, mais ça va vous prendre plus de temps. À vous de, en fait, cette fonction de coût, on l'utilise au quotidien. Vous êtes décidé de réviser pour un module, vous lui consacrez un certain nombre d'heures, qui fait que vous allez mieux travailler. Si vous le consacrez peu d'heures, vous allez consulter plus de documents, vous allez faire plus d'exercices. Et ça va vous coûter votre temps. Donc, tout est une question, enfin, pratiquement tout dans la vie est une fonction de coût. Donc, il faut apprécier, estimer et sur la base de cette fonction de coût, prendre une décision. Donc, pour en revenir à cet exemple, alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, notre signal aléatoire, on veut le modéliser. Ça veut dire qu'on suppose qu'il est connu. Ça peut être un signal de parole, ça peut être un signal radar, c'est un signal qui est connu. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on veut le modéliser, trouver. Donc, ici, mon modèle est déterministe, donc je cherche des paramètres. Votre fonction de transfert ou votre réponse intuitionnelle ne peut pas être aléatoire. C'est un système, vous cherchez les coefficients. Donc, si c'est en discret, ça veut dire que ça va s'écrire comme ça, somme des dBi z moins i sur somme des ai z moins i et allant de 0 jusqu'à n et allant de 0 jusqu'à m. Je vais chercher quels sont les coefficients du filtre qui font que si je lui donne en entrée un bruit blanc, je vais retrouver quelque chose qui ressemble à ce signal aléatoire. Ici, le bruit blanc, c'est comme pour les signaux aléatoires, il joue le rôle du Dirac. Donc, puisqu'ici, le bruit blanc, il est composé de tout le spectre. Vous avez, alors si c'était dans le cas où ce serait idéal, vous auriez ici sigma au carré. Ce n'est pas le cas. Nous, quand on va générer, puisqu'on ne peut pas générer une infinité de points, on va avoir quelque chose qui va faire ça autour, bon, c'est symétrique, autour de sigma carré. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche un filtre. Si vous prenez un filtre et que vous multipliez donc ce signal par un filtre, comme ici vous couvrez pratiquement quand c'est autour d'une certaine valeur, en fait, vous allez retrouver ça, mais autour de ce filtre. Donc, ce qui est en noir, c'est mon filtre H de F. Donc, ça, c'est H de F. Ça, c'est mon entrée qui est un bruit blanc. Sauf que ce que j'ai dessiné ici, c'est la TF de X de N. Ici, c'est h de f. Bon, ça peut être la transformée de Fourier à temps discret. Comme ça, je vais écrire directement x de f.
Ici, nous, on sait que y de f, SY de f, c'est h de f au carré fois Sx de f. Donc, ça veut dire que ici, ce que vous allez retrouver, donc c'est votre filtre que vous allez multiplier par la densité spectrale de x de f. Donc là encore, je vais supposer que j'ai élevé au carré, que j'ai calculé Sx de f. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, donc ce qui est connu ici pour nous, c'est ce qui est en rouge. En fait, on essaye d'inverser le problème. Donc ça, c'est si vous connaissez y de f, vous allez pouvoir estimer Sy de f en disant que c'est y de f au carré divisé par n, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on suppose que je connais y de f, donc je connais Sy de f, et je suis en train de faire le chemin inverse. J'essaie de déterminer quel est le système par lequel je dois faire passer un bruit blanc pour retrouver ce signal aléatoire. Si j'ai suffisamment d'équations et suffisamment, c'est-à-dire si j'ai n inconnu, que j'arrive à dégager n équations, je pourrais trouver les coefficients du système, c'est-à-dire les BI et les AI. Donc ici, nous, on va parler donc de modèle AR, de modèle MA et ARMA. En fait, c'est tout simple. Donc ça, c'est votre H2Z. Si vous prenez un système two-pole, c'est-à-dire si vous prenez 1 sur somme des AI Z-I. Et on écrit comme ça, c'est-à-dire on prend A0, on le prend à 1. 1 plus somme des A, I, Z moins I. Donc, à ce moment-là, je mets I allant de 1 jusqu'à N. Si vous considérez que le numérateur vaut 1, c'est-à-dire que c'est un système purement récursif, c'est-à-dire que la sortie ne dépend que de l'entrée courante et des sorties précédentes. Donc, à ce moment-là, c'est un filtre purement récursif et c'est un modèle AR. Si à l'inverse, vous gardez ce que vous avez sur le numérateur, BI, Z moins I, donc sur 1, donc c'est un filtre RIF, puisqu'ici, somme des BI, Z moins I, donc ça veut dire quand vous allez multiplier par Z à la puissance M, vous allez retrouver tous vos pôles en 0. Donc c'est un filtre RIF. À ce moment-là, on parle d'un modèle MA, moyenne ajustée. Tout à l'heure, je vous ferai la remarque pourquoi moyenne ajustée. Ici, on a dit autorégressif parce que Y de N dépend des valeurs précédentes de Y, plus juste la valeur courante. Donc, quand on fait une régression, c'est qu'on revient en arrière. Et maintenant, bien sûr, si vous considérez un numérateur qui est différent de 1, un dénominateur différent de 1, vous vous retrouvez avec le modèle ARMA, c'est-à-dire qu'il s'agisse du numérateur ou du dénominateur, ils sont différents de 1. Alors maintenant, comment que ça se passe? J'ai pris un exemple ici. Je rebascule sur Python juste pour vous montrer cette histoire de cette notion de filtre formeur. Donc, je reviens. Alors, je vais partager. Ce qu'on avait fait en TP la dernière fois, mais je reviens dessus. En fait, qu'est-ce qu'on avait fait ici? On avait pris la phrase « Vous avez du courrier en attente » sur laquelle j'avais pris une petite partie. Alors, c'est pas celle. Alors, en fait, donc j'ai pris cette phrase sur laquelle donc on a pris 500 valeurs de la valeur 21 000 à 21 500 et j'ai essayé de calculer les coefficients d'un filtre autorégressif, c'est-à-dire le filtre où votre numérateur vaut 1. Et voilà ce qu'on a trouvé. Alors là, je vais rajouter juste la notation. Donc là, ce que vous avez ici en bleu, c'est la TF de notre signal. Donc c'est la TF de YN. Et ça, c'est le filtre par lequel je fais passer un bruit blanc pour retrouver ce signal. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a démarré donc, de ce qui est en bleu. C'est connu. Quand on dit que Y de N est connu, ça veut dire que je peux calculer RY de K. Vous allez voir que les équations dépendent spécialement de RY, de la corrélation. Donc, et grâce à ça, en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un filtre. En fait, ce que j'ai trouvé exactement, on va voir de suite comment on les calcule. J'ai trouvé les coefficients AI. Et là, on parle donc d'un filtre formeur. Pourquoi? Après, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris ce filtre, on a pris XN, qui est un bruit blanc,
on l'a fait passer par ce filtre dont on a trouvé les coefficients trouvés, et on a généré un nouveau signal YN, donc je vais l'appeler YN estimé, dont l'allure ressemble énormément au premier signal. On retrouve l'allure globale. Si vous prenez une superposition point par point, aucun point n'est similaire au précédent. Ce qui est sûr, c'est que l'allure, le contenu fréquentiel global est le même. Et c'est là où on introduit la notion de filtre Borner. C'est comme si ce filtre-là avait formé le signal. En l'occurrence, c'est le cas ici. On a démarré du ski en bleu, on a trouvé un filtre. Ensuite, on a pris ce filtre, on lui a donné en entrée un bruit blanc, et voilà ce qu'on a trouvé. On a formé ainsi un signal dont l'enveloppe est similaire au signal original. Et c'est ce qui se passe encore dans la 2G. En fait, ici, ce signal-là, c'est la TF de 500 valeurs. Vous avez 500 valeurs. Et ici, j'ai trouvé, je pense, j'ai pris un ordre de 20. J'ai trouvé 20 coefficients. Bien sûr, qu'entre 500 et 20, c'est de l'ordre de 25. Il est plus facile de stocker 20 coefficients que de stocker 500 valeurs. Imaginez ça, j'ai pris un petit bout du signal. Imaginez que vous reproduisiez ça 1000 fois. Juste sur la phrase, vous avez du courrier en attente. Et maintenant, si je devais aussi transmettre, faire de la transmission, il est plus facile d'envoyer 20, moins coûteux, d'envoyer 20 coefficients que d'envoyer 500 valeurs. À la réception, qu'est-ce qui va se passer? À la réception, il va générer un bruit blanc qui contient 500 valeurs, qu'il va faire passer à travers ce filtre qui contient 20 coefficients. Il va retrouver un signal qui ressemble beaucoup au signal original. Donc, voilà pour cette partie de démonstration. Je vais revenir à la partie cours. En fait, ce que je reproduis ici, c'est ce qu'on vient de voir là. Donc, en fait, toute l'information spectrale ici, elle va être contenue dans votre filtre. Si je vous dis, trouvez-moi les fréquences maximum de ce signal, par exemple, il est beaucoup plus facile d'utiliser ce signal en disant que voilà, les plus grandes fréquences, c'est celle-ci, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-ci. Alors que si vous deviez trouver les fréquences maximales, si je vous dis, trouvez-moi les 3 plus grandes fréquences, vous allez trouver que celle-ci. Extraire les fréquences principales quand on fait de l'identification en traitement de la parole est beaucoup plus facile sur une TF que sur un signal où c'est aléatoire et vous avez énormément d'oscillations qui fait que vous ne trouvez pas les fréquences principales de votre signal. Donc, on va voir maintenant comment on fait pour trouver justement ce filtre. Donc, il faut juste pas oublier que tout le but de la manœuvre, c'est de trouver les coefficients du filtre. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je parlais, donc là, je repris encore une fois. Alors, le temps d'effacer. Donc, je disais que l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, donc quand vous utilisez un appareil, un portable qui utilise encore la 2G, donc il va y avoir des tranches. Sur chaque tranche, comme je l'ai prise tout à l'heure, des tranches de quelques dizaines de millisecondes, ça peut être 10, 15, 20. Alors, on va faire ce qu'on appelle le codage LPC, il est basé justement sur un modèle un modèle AR, pardon. On va trouver les coefficients du modèle, c'est-à-dire on va trouver ces fameux AI que l'on va donc envoyer au lieu d'envoyer tout le signal. Alors, pour en revenir donc à cet exemple, je l'ai illustré encore une fois. Là, j'ai mis l'exemple où j'ai mis donc là c'est le signal. Alors, on remet ça. Donc ça, en bleu, c'est le spectre c'est-à-dire c'est la TF de la voyelle qu'on avait prise ici. Ça, c'est le filtre qu'on a trouvé. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai superposé les deux signaux, c'est-à-dire j'ai superposé le signal, la TF du signal original, et je lui ai superposé ce qui est en vert. C'est ce que j'ai généré en mettant à l'entrée donc un bruit blanc et le filtre qu'on a trouvé. Et on voit que si ça ne se superpose pas parfaitement, l'enveloppe est la même. Alors, maintenant, on va montrer comment calculer ces coefficients. Alors, bien sûr, pourquoi aussi, il faudrait expliquer pourquoi j'ai pris des petites tranches. Parce que ici, en fait, on va supposer que notre processus est ergodique. Rappelez-vous que je n'ai pas un processus aléatoire, j'ai une seule réalisation. Et donc, je vais prendre des petites tranches
sur cette tranche-là, je vais pouvoir supposer qu'il est stationnaire. Mais pas que. Je vais en plus supposer qu'il est ergodique. Pourquoi? C'est pour pouvoir assimiler les propriétés statistiques aux propriétés temporelles. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas la possibilité de calculer des propriétés statistiques puisque je n'ai qu'une réalisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer des propriétés temporelles. Donc, la moyenne temporelle, je vais considérer que c'est la moyenne statistique, idem pour la variance et idem pour la corrélation. Alors, maintenant, on va passer au calcul. Je vais juste développer, ensuite je vais expliquer pas à pas. Alors ici, donc, je disais tout à l'heure que le modèle AR, en fait, je considère un modèle où, comme ça, H de Z, c'est 1 sur 1 plus somme des AI, Z moins I allant de 1 jusqu'à N. Ça, c'est Y de Z sur X de Z. Donc, si maintenant je multiplie, ça me fait donc Y de Z fois 1 plus somme des AI, Z moins I allant de 1 jusqu'à N, qui vaut donc ça, X de Z. Je fais la TZ moins 1. Ça me fait YN. Plus somme des AI, si je ramène YZ ici, je dois calculer la TZ moins 1 de YZ, Z moins I. Et ça, c'est tout simplement, la TZ moins 1, c'est Y de N moins I. C'est le théorème du retard que j'ai juste inversé. La TZ de YN moins I, c'est Y de Z, Z moins I. Vous introduisez juste ça ici. Comme la somme se fait sur AI, ça c'est comme si c'était une constante, oui, quelque chose qui ne dépend pas de I. Si je peux le sortir hors de la somme, je peux le réintroduire à l'intérieur de la somme. Et ça me fait X de N. Du coup, ça me fait donc YN qui vaut X de N moins somme des AI, Y de N moins I allant de 1 à N. Alors, c'est pour ça on a dit autorégressif. YN s'écrit en fonction des valeurs précédentes. Je suis en train de faire une régression. On parle même de régression linéaire, puisque les coefficients ne n'avaient ni au carré, ni exponentielle, ni log. Juste, bien sûr, plus la valeur courante. Si vous n'aviez pas X, vous n'auriez plus de système. Il faut bien une entrée. Donc, ce que j'ai là, c'est exactement ce que j'ai ici. Et donc, ce qu'il s'agit du modèle AR, MA et ARMA, c'est identique. L'entrée est toujours un bruit blanc. Donc, Rx de K, c'est sigma au carré delta K. Quand on parle de bruit blanc, ça veut dire que la moyenne est nulle. La corrélation en zéro, c'est-à-dire la corrélation est nulle, hormis le point zéro, puisqu'ici, vous avez ça, ça vaut donc sigma carré pour K qui vaut 0, et ça vaut 0 pour K différent de 0. Ça signifie que Rx de K, qui est dans l'expression mathématique, c'est ça, ça va valoir 0 lorsque K est égal à 0, oui, puisqu'on fait sigma carré, pardon, oui, quand K est égal à 0, c'est ce que j'ai mis ici, et et ça, quand K est égal à 0, c'est sigma carré. Dès que K est différent de 0, ce sera nul. Donc, c'est un bruit blanc. Donc, ça veut dire que j'ai une valeur ici. Et tout le reste, c'est nul. C'est bien la définition. Je suis en train de tracer Rx de K. C'est bien la définition des bruits blancs, puisque si vous faites la TF, TD, vous allez trouver la TF d'indirect, c'est une constante et sigma carré. On a dit que dans la réalité, je n'ai pas ça. Vous l'avez testé quand on a fait le TP. En réalité, j'ai un pic, j'ai quelque chose qui fait ça. J'ai quelque chose qui fait ça. Et du coup, ici, j'ai aussi quelque chose qui fait ça. Ça ne va pas changer. Donc, cette définition ne changera pas, qu'il s'agisse de AR, MA ou ARMA. L'entrée est un bruit blanc, donc la moyenne est nulle. La fonction de corrélation, c'est sigma carré delta K. Donc, c'est sigma carré pour K qui vaut 0 et elle vaut 0 ailleurs. Pourquoi je l'écris là? Parce que je vais en avoir besoin. Je veux faire quoi? On n'oublie pas que notre inconnu ici, c'est les AI. Combien j'en ai? J'en ai N. J'ai N de valeurs que je dois calculer. Pas que. Et en plus, j'ai un bruit blanc que je dois générer. Ce bruit blanc, qu'est-ce qu'il a comme inconnu? Effectivement, il vaut pour K égale 0, il vaut sigma carré et 0 ailleurs. Donc, je dois aussi déterminer, on l'écrit comme ça, sigma x au carré. Donc, en fait, j'ai N plus 1 inconnue. Si j'ai N plus 1 inconnue et que j'arrive à trouver
n plus une équation, le tour est joué, je peux calculer mes coefficients. Alors, on va calculer RY de K. Alors, RY de K, c'est tout simplement E de YN, par définition, YN moins K. Alors, je considère que mon signal est réel. Dans l'absolu, je dois mettre conjugué. Si je suppose que YN est réel, je n'aurai pas besoin d'écrire conjugué. Maintenant, E de YN, Y conjugué de N moins K, on va l'écrire comment? En fait, on va le développer. On va juste remplacer donc YN par X de N moins somme des AI YN moins I pour I allant de 1 à N. Tout ça, je vais multiplier donc par Y conjugué de N moins K. Donc, retenez ça, c'est ce qu'on va écrire. On va démarrer de là avec la prochaine diapositive. Donc, ici, alors je l'ai mis. Alors, je dois développer. Alors, je vais redévelopper les calculs. Apparemment, je ne les ai pas tous mis ici. Alors, j'ai juste repris ce qu'il y avait sur l'ancienne diapositive et alors, je vais je vais peut-être tout développer et réexpliquer comme tout à l'heure. Donc, ici, je vais développer ce qu'il y a là et je vais expliquer pas à pas comme tout à l'heure. Donc, ici, j'ai juste remis ce qu'on avait mis, que donc l'entrée, c'est un bruit blanc, donc son expression est la suivante. Donc, il va valoir 0 pour k différent de 0 et il va valoir donc pour k égale à 0, il va valoir sigma au carré. Ici, c'est l'expression de, donc j'ai démarré donc d'un filtre autorégressif. Bien, donc pour le moment, on a dit que yn, c'est xn moins somme des ai, yn moins i, ça je l'ai obtenu à partir de là, en posant que c'est y de z sur x de z. Il faut maintenant que je développe cette expression. Donc on a dit l'autocorrélation, c'est yn, y conjugué de n moins k, parce que c'est réel, je ne mets pas le conjugué. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, alors, ici, donc si je l'écris, je vais l'écrire là, et je vais faire la distribution. Donc, je vais développer comme tout à l'heure. Donc, j'ai dit y de n, mais je remplace y de n par x de n, moins somme des ai y de n moins i. Donc, tout ça, c'est ça. Je vais multiplier par yn moins k. Je distribue. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait e de xn fois yn moins k, moins e de la somme des AI, YN moins I, YN moins K. On a dit, je peux sortir hors de E tout ce qui n'est pas aléatoire. C'est mon système. Mon système est identique. Bien qu'on cherche les paramètres, mais il reste le même. Mon système, si c'est une table, ça ne va pas devenir non plus une chaise. Donc ici, ça, c'est quelque chose de déterministe que je cherche à déterminer. Donc je peux le sortir hors de E, c'est ce qu'on a fait ici. Ici, c'est la même expression. Or, ça, puisque j'ai démarré de l'hypothèse que y de n est stationnaire au sens large et en plus est ergodique. Si y de n est stationnaire au sens large, alors e de y n1, y de n2, c'est directement, la corrélation ne dépend que des instants qui le séparent. Donc, ça me fait n1 moins n2. Je l'applique ici. Ça veut dire E de Y, ça, je l'avais appelé N1. Ça, je l'appelle N2. Donc, tout ça, ce sera RY de la différence. Si je fais maintenant la différence, ça me fait N moins I moins N moins K. Donc, le N se simplifie et ça me fait donc, moi avec moi, ça me fait K moins I. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, ce qui me reste ici, Y de N moins K. Ce qu'il faudrait aussi que je puisse sortir X ici. Alors, en fait, on rappelle ici que Y de N moins K. Alors, il ne faut surtout pas oublier que moi, donc, voilà Xn, voilà H de N et voilà Y de N. C'est-à-dire que Y et X sont liés par un produit de convolution. Donc, Y de N, c'est X de N
que je convolue avec h de n. Ce produit de convolution, je le développe, mais comme ici j'ai déjà k, je ne vais pas l'écrire en fonction de k, donc ce sera somme des x. Alors, je vais démarrer avec h, somme des h de k', c'est commutatif, donc vous démarrez avec celui que vous voulez, c'est ce qui vous arrange le plus. Et je vérifie si je respecte bien un produit de convolution. Produit de convolution, on a toujours, donc il y a un des signes, on le garde comme il est, l'autre on doit l'inverser, oui, je l'ai inversé, puisque de mon temps ici, ma somme se fait, je vais l'écrire ici. Donc je vais l'écrire là, y de k, y pardon de n. Donc c'est x de n que je convolue avec h de n, que j'écris comme étant somme des h de k'. Je vais faire exprès de l'écrire dans l'absolu, après je vais corriger quelque chose. H de k', x de n moins k'. On a dit, produit de convolution, donc la sommation se fait sur k', donc ça c'est bon. Ça doit être inversé, oui, il y a un retournement temporel et décalé de n. Alors regardez maintenant, je l'ai écrit comme ça, mais si je regarde cette équation telle qu'elle est, je vois que c'est un système causal. Pourquoi je sais qu'il est causal? La sortie ne dépend que de l'entrée courante ou des valeurs précédentes. C'est le cas. Ici, y de n ne dépend que de x1, de l'entrée courante. Il n'y a pas les valeurs précédentes. En tout cas, il ne dépend pas d'une entrée future. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système est causal. Si votre système est causal, alors la causalité est celle-ci, elle implique donc que h de n est égal à 0 si n est inférieur à 0, puisque mon système est causal. Comment je le sais? La sortie ne dépend que de l'entrée courante, elle ne dépend pas d'une entrée future. Cette équation, implique que h de n est nul pour n inférieur à 0, ce qui signifie qu'ici, donc maintenant je vais corriger, je l'écris en général, maintenant je vais corriger. Donc, il ne dépend pas d'une entrée future. Donc, k' va démarrer à 0. De toute façon, ça vient d'ici aussi. Ce qui ne dépend pas d'une entrée future, ça veut dire quoi? Ça veut dire que k' ne peut pas être négatif. Parce que si k' est négatif, ça vous fera, supposons que c'est moins 2. Moins 2, ça fait n plus 2. Ça veut dire y de n dépend de n plus 2. Donc ici, c'est obligé puisque mon système est causal. Donc y de n, la sortie ne peut pas dépendre d'une entrée future. Pour qu'elle ne dépende pas d'une entrée future, il faudrait que les valeurs de k' négatives soient interdites, parce que moins, ça fera plus. Donc, ça vient de là, du fait donc, que h de k' doit démarrer à 0. Donc, c'est ce qu'on avait écrit également ici. Donc, y de n, c'est somme k' à 0 plus l'infini k' x de n moins k'. Je vais effacer pour pouvoir expliquer la suite, ou pas forcément. On va voir si la place me suffit. Donc ici, donc moi, j'ai calculé y de n. Or, moi, ici, ce que je regarde, j'ai y de n moins k. Comment je vais faire pour trouver y de n moins k? Là où c'est écrit n, je vais écrire n moins k. Donc, je prends y de n. Et là où je vois n, je vais écrire n moins k. Donc, y de n moins k, ben, ce sera somme. Est-ce qu'il y a un n ici? Là, il n'y a pas. Donc, ça reste tel quel. K' égale à 0 jusqu'à plus l'infini. H de K', X. Et là, je vois n, je mets n moins k. Donc, ça me fera n moins k. Je vais remplacer n par n moins k. Moins K'. Donc, ici, regardez ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bien ce qu'on a écrit là? Je vois somme sur K', donc de 0 jusqu'à plus l'infini. X de n moins K' fois H de K'. Oui, c'est bien ce que j'ai ici. Maintenant, j'applique les mêmes principes. Je sors hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire. Qu'est-ce qui n'est pas aléatoire? La somme ne peut pas devenir une dérivée, donc je peux sortir la somme. Mon système, H de K', mon système est déterministe, donc je peux le sortir hors du E. Et qu'est-ce qui va me rester? Donc si je sors tout ça hors du E, ça me fait donc somme de H de K'. Alors, il me reste E de x de n moins k moins k'.
C'est stationnaire au sens large. Donc, tout ça, je peux le remplir par R de la différence. Je vais l'écrire ici. Donc, je me retrouve avec E de x de n moins k, moins k'. C'est stationnaire, x de n est un bruit blanc, donc forcément stationnaire au sens large, qui s'écrit en fonction de A. Sa moyenne est écrite en fonction de k, et en plus, sa moyenne, mu de x, est une constante puisque c'est 0. Donc, tout ça, ce sera Rx de la différence. Je fais la différence, ça me fait n, moins k, ça fera plus k, moins k', ça fera plus k'. Donc, ça, j'enlève. Il me reste Rx de k plus k'. Est-ce que c'est bien ce que j'ai ici? Somme des hk', Rx de k plus k'. Bien. Je vais effacer tout ça pour qu'on suive le reste. Donc, je me retrouve ça n'a pas changé, c'est ce que j'avais avant parce que j'avais fait R de la différence. R de la différence m'avait donné donc K moins I, c'est ce que j'ai là. Maintenant, on a trouvé Rx de K plus K'. Moins ça, regardez, déjà de là jusque-là, ça va jamais changer. Donc, c'est encore la même chose. Il me reste à développer ceci, sachant que K' démarre à 0, puisque mon système est causal. Je n'ai pas les valeurs négatives. Si je me mets à développer ça, ça me fait quoi? C'est une somme. Donc, K' de 0 jusqu'à plus 1. Je remplace K' par 0. Si je remplace K' ici par 0, donc ça me fait Rx de K fois H de 0, plus Rx, K' vaut 1, Rx plus 1. Donc, en fait, c'est toujours K plus la valeur fois la valeur. Donc, K plus 1, H de 1. Ensuite, ce sera Rx de K plus 2, H de 2. Bien. Jusqu'à la dernière valeur plus l'infini. Rappelez-vous que Rx de K, il est nul, hormis pour K qui est égal à 0. Donc, si je regarde cette équation maintenant, pour K qui vaut 0, donc ça me donne Rx de 0 fois H de 0, plus, pour K qui vaut 0, on a dit que Rx de K vaut sigma carré pour K égale 0. Pour tout le reste, ça vaut 0. Donc, ici, pour K égale à 0, ça me devient Rx de 1. Bah, Rx de 1 est nul, Rx de 2 est nul, de 3. Donc, en fait, il va me rester plus rien. J'ai plus rien. Tout ça, ça va s'annuler. Moins somme des AI, RY de K moins I. Maintenant, pour K qui vaut 1 ou 2 ou 3, jusqu'à, je vais vous dire pourquoi on va aller jusqu'à N. Alors, jusqu'à N, qu'importe, on va dire plus l'infini. Après, je vais m'arrêter à N. Si K vaut 1, qu'est-ce qui risque de se passer? Ici, si K vaut 1, donc j'aurai Rx de 1 fois H0 plus Rx, alors, de K, 1 plus 1, plus Rx de 2 fois H de 2 plus, mais ça, on a dit qu'il y a qu'Rx de 0 qui vaut sigma carré. Tout le reste, c'est nul. Donc, ça veut dire tout ça, ça part. Il me reste somme des AI, RY de K moins I. Pour K qui vaut 2, qu'est-ce qui va se passer? Ça me fera Rx de 2 fois H0 plus Rx de 3 fois, comment ça c'est H1, fois H1. Pareil, il n'y a que Rx de 0 qui vaut sigma carré. Donc, en fait, toutes les valeurs sont positives. Donc, tout ça, ça part. Il va encore me rester somme des AI, RY de K moins I. Donc, en définitive, juste uniquement pour K qui vaut 0, j'ai ça. Moins somme des RY de K moins I. Pour tout le reste, il n'y a que cette partie qui me reste. Donc, c'est ce qu'on a résumé par la suite. Je vois la prochaine diapositive. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, pour K égale à 0, ça fait Rx de 0 fois H0 moins somme des AI, RY. Ah oui, c'était K moins I. Mais comme K, ici, je vais remettre la formule là. Alors, elle est là. Donc, ici, quand K vaut 0, il va nous rester RY de moins I. Et alors, je vais rappeler une deuxième propriété. Lorsque Y de N est réel et stationnaire au sens large, alors RY de K est pair. C'est-à-dire, vous avez une symétrie autour de l'axe des Y. Ça veut dire que RY de moins I vaut RY de I. Alors, on a dit que Rx de 0, c'est sigma x au carré. Il me reste à trouver H0.
on a dit que lorsque k est supérieur à 0, c'est bon. Tout ça, ça part. Parce que quand k égale, ça fait ry de 1, de 2, de 3. Ensuite, si k vaut 2, ça fait 2, 3. Il ne reste que cette expression. Donc, c'est ce qu'on a mis ici, 0 moins somme des i. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à trouver h de 0. Alors, comment en fait on trouve h de 0? Alors, je rappelle ici que h de z, c'est 1 sur 1 plus somme des ai, z moins i pour i allant de 1 jusqu'à 1. Et ça, si vous faites la division euclidienne, en fait, vous allez trouver donc h0 plus h1 z moins 1 plus h2 z moins 2. Vous allez trouver quelque chose d'infini. Je pose ici cette division euclidienne. Alors ici, je vais écrire 1. Alors, comment on fait la division? On peut avec les puissances. 2 z moins 2 à la suite. On fait 1 divisé par 1, ça fait 1. Ensuite, on fait 1 moins 1, on fait la différence. C'est-à-dire, après, j'écris tout cet élément et je continue. Et je fais moins. En faisant ça, simplifie, il me reste A1Z moins 1 et je divise. Ce qui m'intéresse, je vais trouver des choses, sauf que ce que je sais, c'est que ça, c'est H0. Pourquoi c'est H0? Parce qu'on avait pris ici un 1. On a supposé que A0, c'est 1. Quand vous divisez, parce que ce que vous allez trouver ici, vous allez trouver après quelque chose, Z-1, on peut continuer à le faire. Donc, H0 vaut 1, donc je vais pouvoir écrire ici 1, et donc ça me donnera sigma carré moins somme des AI, Y, Y, I. Et pour k supérieur à 0, j'ai ça. Rappelez-vous, on cherche A1, A2, jusqu'à AN, et sigma carré. Si j'ai n plus une équation, alors je peux trouver ces éléments. En fait, il suffit que maintenant, je développe cette équation ici, pour k qui vaut 1, pour k qui vaut 2, pour k qui vaut 3, jusqu'à k qui vaut 1. Et ça me fera donc n équations, plus celle-ci, je vais trouver donc sigma carré. D'ailleurs, on garde toujours celle-là pour déterminer sigma au carré. Alors, on va développer ces équations dans la diapositive suivante. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être la développer une à une. Je vais vérifier juste d'abord la diapositive. C'est sur la suivante que je développe. Donc, c'est ici qu'on va la mettre. OK, on va la mettre là. On va la développer ensemble. Je vais d'abord effacer. Alors, on va commencer par développer la première ici. Alors, celle-ci, qu'est-ce que ça me donne? Celle-ci, alors, je vais l'écrire. Je vais ramener cette partie-là. Donc, ça me fait RY0 plus A1 RY1 plus A2 RY2 plus AN RYN qui vaut quoi? RY0. Et maintenant, je vais développer les suivantes. Donc, je vais commencer donc, pour K égale 1. Et je vais ramener ça de ce côté. Donc, si je ramène ça de ce côté, pour K égale 1, ça me fait donc RY de 1. Je ramène ça de ce côté, je vais mettre égale 0. Plus, alors, 1 RY. Donc, je suis en train de la développer pour K égale 1. Alors, ça fait 1 RY de, alors, 1 moins I, que je peux écrire, alors, K, alors j'ai mon K qui vaut 1. Donc, ça me fait 1 moins I. OK. I démarre à 1. Ça me fait 1 moins 1, ça me fait 0. Plus A2, alors 1. Alors, pour A2, ça me fait, donc ça c'est toujours 1. Donc, on a dit, pour I égale à 1, ça fait 1 moins 1. Pour I égale à 2, ça fait 1 moins 2. Donc, ça fait RY de moins 1. Mais RY de moins 1, c'est RY de 1, puisque c'est symétrique. Plus, alors au prochain, donc ce sera A3. Donc, ici, ça fera 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, j'écrirai RY de moins 2, mais moi, je vais écrire RY de 2. L'essentiel, le dernier, ce sera quand I vaut 1. Donc, ça me fera AN, RY de, alors 1 moins N, que je peux écrire comme étant N moins 1. Tout ça égale 0.
Je continue pour k égale à 2. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se dégager, quelque chose qu'on connaît bien. On avait déjà vu auparavant. Alors, pour k qui vaut 2, pour k vaut 2. Donc, je vais écrire ici 2. Alors, alors ry, donc d'abord, parce que j'ai ramené, je suis en train de faire ceci. Donc, je vais ramener ça comme ça, pure somme des AI, ry de k moins i égale 0. Voilà ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai ramené cette partie de l'équation de ce côté. Bien, k égale 2, donc ça me fait ry de 2 plus a1 ry de... Alors, k vaut 2 cette fois-ci. Alors, i commence par 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Plus a2 ry de... Alors, 2, donc ça fait 2 moins 2, ça me fait 0. Plus a3 ry 2 moins 3, ça fait moins 1. On a dit ry de moins 1, ça fait ry de 1, jusqu'au dernier an, qui fait ry de 2 moins n, que je vais écrire n moins 2, égale 0. Je ne sais pas si vous commencez à voir maintenant, regardez. Je vais le mettre dans une autre couleur. Ça, c'est ry de 0. Il est là, première position, ensuite deuxième, ensuite troisième. ry de 1, première position, deuxième position, ensuite troisième, ensuite quatrième. Et regardez ici, ry de 1, ry de 1. En fait, on commence à voir la matrice de Toeplitz. Je vais écrire quand même le dernier élément. Pour k qui vaut 1, alors maintenant, je ne suis pas limitée par 1. Je peux aller à 1 plus 1, mais moi, j'ai besoin de 1 plus une équation. Pour k qui vaut 1, ça fait quoi? Alors, ça fait ry de 1 plus a1. Alors, ry de n moins 1 plus a2 ry de n moins 2 plus a3 ry moins 3. Et si je regarde le dernier, plus an ry k vaut n moins 1 ry de 0. Ce qui n'est pas étonnant puisque je dois trouver ry0 sur la diagonale. Donc, en fait, on se retrouve avec la matrice de Toeplitz où j'ai donc ry1, ry0 que je vais multiplier par a1. Regardez, ils ont toujours la même position. Ça, c'est les a1, ensuite a2, ensuite a3, ensuite an. Et ça vaut quoi? Regardez, ça vaut 0, sauf le premier élément ici, qui vaut donc, alors on l'a écrit où? Ici, ça vaut ry, attendez, et le premier élément, où est-ce qu'il est? Le premier, c'est celui-là, ça vaut pas ry de 0, ça vaut, pardon, ici, ça vaut sigma au carré, puisque si je ramène ça de ce côté, je vais la développer celle-là, donc ça me fait ry de 0, plus somme des AI, ry de i, qui vaut, donc, il reste cette partie-là, sigma au carré. Donc, uniquement en haut, je vais avoir sigma au carré. Je vais effacer, vous allez voir par quoi on a remplacé ça. Tout ce qu'on vient d'écrire se traduit donc comme ça. Ry, c'est une matrice de Toeplitz, donc avec l'autocorrélation, donc temporelle que j'ai considéré comme étant l'autocorrélation statistique, mes coefficients. Ici, ry0, c'était écrit ry0, donc c'est comme si c'était fois 1. Et ici, j'écris sigma au carré, 0. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je vais essayer juste de revenir en arrière. 7. Juste pour montrer quelque chose. Alors, je vais mettre la notation. En espérant que ça marche. Super. Alors, je vais juste pour vous montrer le 1. En fait, ici, si vous remarquez ici, en fait, j'ai ry1. Il faut bien que je le multiplie par quelque chose. C'est comme si c'était fois 1. Ici, fois 1. Et ry0 comme si c'était fois 1. Parce que moi, si je veux sortir sous forme de vecteur, donc il faut que ça, ce soit multiplié par un vecteur. Donc, le premier, c'est 1. Ensuite, A1, A2, A3, jusqu'à AN. C'est pour ça qu'on a écrit le vecteur ici, on a mis 1, A1, A2, AN. Donc, je vais revenir. Je suis ici, voilà.
Donc, ça me donne bien ry de 0 fois 1, plus ry de 1 fois 1, plus si je développe cette équation ici, je la revérifie au moins pour une ligne. Si je regarde ici celle-là, alors celle-là, on a dit que c'était, ça implique ry de 0 plus somme des AI, ry de i, pour i allant de 1 à n, qui vaut sigma carré. Je le vérifie. ry de 0 fois 1, c'est bon, plus somme des AI, ry de i. Donc, ça fait A1 fois ry de 1, A2 fois ry de 2, ry de 1 fois 1 qui vaut sigma carré. On le vérifie au moins pour celle-là. Donc, ça me fait, on a ramené, donc on a fait ry de k plus somme des AI, ry de k moins i qui vaut 0. Si je vérifie pour ry de 1, pour k équivaut 1, ça me fait bien ry de 1 fois 1, plus ry de 0 fois a1, puisque ça fait 1 moins 1, ainsi de suite. Et le dernier, c'est an, pour k qui vaut n. Ici, ça va de 1 jusqu'à n. Le dernier élément, quand k vaut 1, c'est bien n moins 1. Et le dernier élément, quand k, ça, c'est la ligne de k égale 1. Ça, c'est la ligne de k égale à 0. Et ça, c'est la ligne de k qui vaut n. Je vérifie pour la dernière, ça fait ry de n fois 1, c'est ce que j'ai ici, fois 1, plus a1 ry de n moins 1, oui, et le dernier élément, an ry, puisque k vaut n, là pour k qui vaut n, ça fait donc n moins 1, ça fait 0. Alors quand vous allez travailler avec ça, en fait, vous allez toujours garder cette ligne ici, comme ça, et vous allez prendre celle-ci, justement, revenir tel que c'était auparavant. Et vous allez faire quoi? En fait, vous gardez celle-là comme ça, c'est-à-dire vous allez la garder toujours en dernier. Elle vous permet de déterminer sigma carré et vous allez travailler avec la partie passe. Je vais mieux l'expliquer sur la prochaine diapositive. Alors, je remets la notation. En fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc celle-là, vous la gardez pour déterminer, donc je disais sigma carré. Et puis cette partie, quand vous aviez ry de 1 fois 1, donc je la remets ici, on avait ry donc de k moins somme des AI, ry de k moins i qui vaut 0. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener cette partie, donc ça, alors c'était avec, je vérifie juste si c'était avec, il me semble que c'était avec plus. Je vais vérifier juste rapidement. Donc, si je le ramène de ce côté, c'est avec un plus. Très bien. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder cette partie là, puis on va ramener ça ici. Donc, si vous ramenez ça ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça vous fera donc A1. En fait, c'est cette partie, puisque R, ça, c'est la partie où j'ai multiplié par 1. En fait, je vais ramener tout ça de ce côté. Pourquoi? C'est pour ne pas avoir à faire à des zéros quand vous allez inverser votre matrice. Donc, toute cette partie qu'il y a là, on va la ramener de ce côté. Donc, c'est comme si j'allais résoudre ceci, somme des R, A, I, R, Y de K moins I égale R, Y moins R, Y de K, puisque je vais ramener ça de ce côté. En ramenant ça de ce côté, ça fait quoi? C'est comme si, donc, toute cette partie-là, vous allez la ramener de ce côté. Donc, vous allez avoir un moins, et vous allez donc avoir moins ry de 1, moins ry de 2, moins ry de n. Et vous allez garder cette partie, mais fois uniquement cette partie. Donc, si vous gardez celle-là, ça fera ry0, ensuite ry1, mais le dernier élément, ce sera n-1. C'est bien ce que j'ai ici. Et le dernier élément ici, c'est n-1. Vous allez faire ça donc pour déterminer A1, A2, AN. Une fois que vous l'avez fait, une fois que c'est fait, vous allez revenir à la dernière équation. Première équation que vous n'aviez pas utilisée pour trouver sigma carré. Ça va être peut-être plus clair avec des exemples. On va développer d'ordre 1 et d'ordre 2. Peut-être que vous allez mieux le voir. Alors, ça, c'est la remarque que j'avais faite tout à l'heure, en fait. Rappelez-vous donc qu'en fait, vos inconnus ici, c'est les Y.
c'est les AI et sigma carré. Or, donc, vous, ça, c'est supposé être connu. Pour que ce soit connu, il faudrait que Y1 soit connu, mais on n'a qu'une réalisation. Avec une réalisation, je ne peux pas trouver RY de K. Donc, je vais faire l'hypothèse que mon signal Y de N est non seulement stationnaire au sens large, mais qu'en plus, il est ergodique pour pouvoir déterminer son autocorrélation temporelle. Donc, ça, c'est temporel, avec laquelle je vais remplacer l'autocorrélation statistique. Alors, si vous avez remarqué tout à l'heure, ça implique qu'il faudrait donc inverser une matrice. Il y a des algorithmes qui vous permettent donc, on en avait vu un en cours, qui est l'algorithme de Levinson. C'est par itération, en fait, il fonctionne, il va d'abord déterminer A1 et sigma carré. Ensuite, il va trouver, à partir de ça, il va trouver A1, A2 et un nouveau sigma carré. Donc, il va l'appeler A11, sigma carré 1. Ensuite, A1, 2, A2, 2, sigma carré 2. Et par itération, et à chaque fois, il va faire ça jusqu'à trouver les derniers, c'est-à-dire à l'ordre n. Il va trouver A1, les derniers de n, et le dernier sigma jusqu'à A1n, sigma carré n. Par itération, donc c'est un algorithme itératif qui vous permet donc d'éviter de ne pas passer par l'inversion matricielle qui approche suffisamment les coefficients, parce que si vous avez ici 50 coefficients, vous imaginez inverser une matrice de 50 fois 50. Donc là, vous pouvez revenir au support de cours. Je pense ne pas l'avoir rajouté dans les diapositives, la grille de Levinson, pour voir comment que ça fonctionne. Bien, donc, je disais, on va voir ça à travers un exemple. Ah oui, une deuxième remarque, on peut se poser la question comment déterminer l'ordre n. En fait, il existe des algorithmes, le critère d'Akait, le critère AIC qui vous permettent de trouver l'ordre optimum en minimisant une erreur, qui va vous dire, vous allez faire plusieurs essais, et là où l'erreur est minimale, c'est celui-là, cet ordre-là que vous allez prendre. Alors, là, j'ai fait le développement, donc, pour un modèle d'ordre 1. Donc, si vous prenez un modèle d'ordre 1, n'oubliez pas donc que vous, quand vous allez travailler donc d'ordre 1, il vous faut donc un système. Vous avez d'ordre 1, c'est-à-dire vous avez deux inconnus. Vous avez toujours sigma carré, et donc d'ordre 1, le 1, donc ça vous fait A1. Donc, vous, quand vous allez développer votre matrice, vous allez écrire RY0, RY1, 1, A1, sigma carré 0. C'est-à-dire, en prenant d'ordre 1, vous allez considérer donc deux éléments, ça veut dire ici 2. Si c'est d'ordre, alors ça, c'est facile à développer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on met un trait. On commence toujours par déterminer les coefficients. Ça, c'est direct, ça me fait RY1. Alors, RY1 fois 1 plus RY0 fois A1 égale 0. Du coup, je l'ai mal écrit ici, RY0 fois A1. Ceci implique que A1, c'est RY1 sur RY0. Il y a un moins, puisque j'ai ramené ça de ce côté, si je ne me suis pas trompée. Ensuite, on a dit, on fait ça, on trouve les coefficients, après on revient là. Là, ça, j'ai sigma carré qui vaut quoi? Sigma carré, c'est RY0 fois 1 plus RY1 fois A1. Mais A1, c'est moins RY1, c'est multiplié ici, c'est fois moins Y1 sur RY0. Du coup, sigma carré, c'est RY0 moins RY1 au carré sur RY0. Alors, je peux réduire au même dénominateur, ça me fait donc RY0 au carré moins RY1 au carré que je divise donc par RY0. Bon, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur ici, donc j'ai bien fait 1. Bon, je vérifierai tout à l'heure que je n'ai pas fait d'erreur de calcul.
Alors, on va passer au modèle d'ordre 2. Alors, pour le modèle d'ordre 2, donc, il me faut, donc, c'est-à-dire deux coefficients, A1 et A2. Mais comme j'ai besoin de déterminer aussi sigma carré, donc, j'ai besoin d'une matrice de trois équations. Alors, vous développez votre matrice de Toklis, donc votre diagonale, vous écrivez RY0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? À côté de avant chaque Y0 et après chaque Y0, j'ai mes 1. Je vais la remplir devant vous là. Je prends ma première diagonale, RY0, RY0, RY0. Ensuite, je me dis, avant et après Y0, je mets RY1. Donc, il n'y a pas de avant, donc je mets RY1. Ici, j'ai un avant et un après, je mets RY1. Ici, j'ai juste avant, je mets RY1. Puis, je fais pareil. Après et avant un RY1, je mets RY2. Donc là, j'ai un après, ça me fait RY2. Et là, j'ai un avant, je mets RY2. Voilà comment je remplis ma matrice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets d'abord un trait. Je commence par déterminer les coefficients A1 et A2. Donc, je vais travailler avec cette matrice en ramenant ça et en mettant moins, comme je l'avais fait tout à l'heure. Donc, toute cette partie. Donc, ça me fait RY0, RY1, RY1, RY0 fois A1, A2. Et je ramène cette partie de ce côté. Donc, ça me fait moins. Alors, je ne vais pas mettre le moins ici. Ça me fait moins RY1, moins RY2. Je résous cette partie. Je calcule le déterminant. Alors, le déterminant, c'est RY0 fois RY2 moins RY1 au carré. Je détermine A1. Quand je veux trouver A1, qu'est-ce que je fais? Je ramène donc toute cette partie ici, puisque A1, c'est le premier élément. Donc, je ramène cette partie ici. Ça me fait moins RY1 fois RY2. Donc, ça me fait ça, moins ça. Donc, ça devient ici plus RY1, RY2. Non, c'est pas possible. J'ai dû... Alors, ah non, ça, c'est pas... Ça, c'est RY0. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit ça et j'ai mis un 2 ici. Donc, c'est pas possible. Donc, ici, je vais revenir. Donc, c'est RY0 au carré moins RY1 au carré. Donc, ici, ça me fait moins RY1 fois Y0 plus RY1 fois RY2 sur le déterminant qui est donc RY0 au carré moins RY1. Pour A2, pour déterminer A2, donc j'enlève cette colonne. Donc, ça va me donner. Alors, pour déterminer A2, je ne tiens pas compte de la deuxième colonne. Donc, ça me fait RY0 fois RY2 moins cette partie. Cette partie, ça me fait plus RY1 au carré sur le déterminant qui est donc RY0 au carré moins RY1 au carré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Trouver sigma carré. Que vaut sigma carré? Sigma carré, donc c'est RY0 fois 1, donc c'est RY0 fois 1, plus RY1 fois A1, RY1 fois ce qu'on a trouvé ici, je ne vais pas développer les calculs jusqu'au bout, plus RY2 fois A2, c'est-à-dire fois ce qu'on a trouvé là. Voilà, on aura résolu le système d'équations. J'ai trois équations, trois inconnues, j'aurais trouvé donc le A1, mon A2 et mon sigma carré. Alors, normalement, je suppose que c'est tout ce que j'ai prévu pour le filtre donc autorégressif pour la modélisation AR. Maintenant, pour ce qui est de la modélisation MA, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Si tout à l'heure on a pu trouver un système d'équations linéaires, cette fois-ci, ça ne va pas être le cas. Je vais faire comme tout à l'heure les développements et puis je vais expliquer.
Alors, donc, pour le modèle AR, donc, votre dénominateur, c'est 1. Donc, ça vous donne IH de Z qui vous forme DBI Z moins I. N'oubliez pas que ça, c'est Y de Z sur X de Z. Donc, du coup, ça vous donne Y de Z. Ça implique donc que Y de Z, c'est X de Z fois somme des BI Z moins I. Et si je fais rentrer donc I allant de 0 à M, je fais rentrer ça à l'intérieur. Ça fait donc X de somme pour I allant de 0 jusqu'à M, BI X de Z, Z moins I. Et ça, si je passe à la TZ, ça me fait donc Y de N, somme des BI, la TZ de X de Z, c'est moins I, c'est le terme du retard que vous appliquez à l'inverse, ça vous fait X de N moins I. Comme tout à l'heure, en fait, on va calculer la corrélation statistique parce que justement, Y de N est stationnaire au sens large plus ergodique. Votre X entrée, c'est un bruit blanc et vous cherchez les coefficients du filtre. Ici, H de Z, donc vous cherchez les B. Il dit, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. On va essayer de dégager des équations linéaires si on le peut. Donc, Y d'un, c'est YN fois YN moins K, sachant que YN, c'est ça. Donc là, on a remplacé YN par ça. Si vous voulez YN moins K, là où c'est écrit N, vous allez écrire N moins K. Donc ici, regardez, ici c'est N moins K. Donc ici, c'est somme des BI XN moins I. Ici, au lieu d'écrire somme des BI XN moins I, on a préféré écrire J. Pourquoi? Parce que c'est une somme fois une somme. Je ne peux pas me permettre d'utiliser le même indice quand vous utilisez une somme. A1, par exemple, A1 plus A2 fois A1 plus A2, vous ne pouvez pas y dire que c'est somme des AI. Ça vous fera AI au carré plus A2, alors que ici, c'est A1 au carré plus A2 au carré plus 2 fois A1, A2. C'est pour ça qu'ici, on change d'indice. Parce que justement, c'est une somme fois une somme, il y a la distribution. Donc ici, tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux sortir hors du E? Ben, les sommes, les BI, mon système est déterministe. Donc, si je sors les sommes, somme de I égale à 0 jusqu'à M, somme de J de 0 jusqu'à M, les BI, les BJ, il va me rester E de XN moins I, X de N moins J moins K. Or, ici, c'est un bruit blanc, donc forcément stationnaire au sens large. Donc, sous ça, c'est Rx de la différence. Ça me fait N moins I moins N plus J plus K. Le N se simplifie, il me reste J plus K moins I. Sachant que ça, c'est encore une fois un bruit blanc. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça vaut sigma carré quand ça, c'est nul. Et sinon, ailleurs, ça vaut c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est nul. Ça veut dire quand I est égal à J plus K. Si I est égal à J plus K, ça, alors J plus K moins I égale à 0. Et Rx de 0, ça vaut sigma x au carré. Hormis cette valeur, tout le reste est nul. Ça veut dire que I et J sont liés. Donc, ils doivent cette fois-ci avancer ensemble. Je ne vais pas faire somme des I et somme des J. Si I et J sont liés, donc toute cette somme-là, je vais pouvoir l'écrire comme étant donc une seule somme, sauf que si je garde donc le J, ça veut dire que I, si je décide de garder donc J, alors ici j'ai I qui vaut J plus K. Donc ce I-là, je vais le remplacer par J plus K. C'est bien ce qu'on a mis ici, BJ et J plus K, puisqu'I vaut J plus K. Maintenant, faites attention à la somme, elle ne va plus aller jusqu'à M. Pourquoi? Parce que vous avez ici J plus K. Vos coefficients, donc vous avez B0, B1, B2, jusqu'à Bm. C'est-à-dire, votre plus grand coefficient, c'est M. Et ici, c'est écrit J plus K. J, donc doit être compris entre 0 et M. Et de même, I était compris entre 0 et M. Ça veut dire que J plus K doit être compris également entre 0 et M. Ceci implique que J doit être inférieur à M moins K. Donc, c'est pour ça que vous avez votre somme ici qui va de 0 jusqu'à M moins K. Sigma X au carré. Voilà ce qu'on a trouvé. Donc, et sinon, c'est-à-dire si J plus K est différent de I, ça vaut ça a sauté de ligne, ça doit être ici. Sinon, ça vaut ceci.
Problème ici, c'est que si vous vous mettez à développer, je suppose c'est ce qu'on a mis, je vais voir si c'est la prochaine diapositive. Donc, on a juste reproduit ce qu'on a là. En fait, je vais expliquer ici. Donc, problème, c'est que ça. Si vous développez maintenant, je vais le développer. Donc, je vais le développer donc d'abord pour k égale à 0. Ça me fait donc ry de 0 qui vaut sigma au carré. Alors, j'ai pris k qui vaut 0. Donc, ça fera, si ça vaut 0, donc ça fera b1 au carré plus b2 au carré plus b3 au carré plus le dernier bm au carré. Pour ry qui vaut 1, en fait, donc c'est sigma x au carré, donc ça fait ici, alors, lorsque j, donc pour k qui vaut 1, donc ça fera b1, b2, plus b2, b3, plus b3, b4, plus bm-1, bm. Pour ry de 2, en fait, l'astuce est simple. Il suffit juste de prendre, donc de multiplier les coefficients. Si c'est 1, il y aura une différence de 1. Si c'est 2, il y aura une différence de 2. C'est-à-dire là, si je le fais en utilisant l'astuce, donc je commence toujours. Pourquoi je vais commencer par... je ne sais pas pourquoi. Il fallait commencer par B0 au carré. Donc ici, j'ai B0 fois B1. Ensuite, ici, puisque ça commence à 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par 1. Donc ici, B0, B1. Ensuite, ici, ce sera donc B0, B2, plus B1, B3, plus B2, B4. Et le dernier, donc BM-2, BM. Et je vais faire ça jusqu'à, je veux obtenir donc les coefficients de 0 jusqu'à M. Donc, j'ai besoin de M plus une équation, si je vais jusqu'à M. Donc, puisque j'ai commencé par 0. Donc, ici, le dernier ry de M, ce sera sigma x au carré, B0, Bm. Après, j'ai plus rien. ry de M plus 1, je vais écrire directement K quand c'est supérieur à M, c'est égal à 0. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire une remarque ici. En fait, avec la modélisation AR, vous avez l'autocorrélation qui tend vers 0. Ça, c'est pour un AR. Avec un MA, vous avez l'autocorrélation qui, à un moment donné, vaut 0. Dès que K est supérieur à M, toutes les valeurs, bon, c'est censé être en discret, bien sûr, et c'est symétrique. Pour un modèle MA, en fait, dès que K dépasse M, toutes les valeurs sont nulles. Ça vous permet de différencier. Si vous avez deux corrélations, lorsque ça tend vers 0, c'est que c'est celle d'un modèle AR. Si elle est nulle à partir d'une certaine valeur, c'est celle d'un modèle MA. Là, notre plus gros souci, avant d'attirer votre attention sur la remarque, c'est que, en fait, j'ai pas trouvé B2 seul, B3 seul, BM seul. Ils sont à chaque fois en binôme. Et ça me gêne. Ce n'est plus un système d'équations linéaire. Et donc, il faudrait faire appel à ce qu'on appelle la programmation non linéaire pour trouver les paramètres. Alors, il y a une deuxième solution, c'est de supposer qu'en fait, que ce modèle MA, je ne sais pas si vous avez marqué quand on fait la division euclidienne, donc si je prends 1 et je fais somme des BI, Z moins I, si je me mets à diviser, donc I égale à 0 par M, en fait, je vais trouver une série de coefficients, 1 plus 1 à savoir, hein, parce que là, pour que ce soit 1, il faudrait que B1 soit égal à 1. Je vais trouver A0 plus A1, Z-1, plus A2, Z-2, sauf que c'est infini. Si vous retenez dans cette équation, si maintenant je me mets à inverser, je vais la réinverser. Donc, ça me donne somme des BI, Z-I, pour I allant à 0 jusqu'à M, c'est 1 sur A0 plus A1, Z-1, plus A2, Z-2, plus à l'infini. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'approcher un modèle MA, parce que ça, c'est le modèle MA, par un modèle AR d'ordre infini. Bien sûr, ça ne peut pas être infini. C'est-à-dire, vous allez prendre des multiples, c'est-à-dire, vous allez prendre un N beaucoup plus grand que M, 3 fois plus grand, 5 fois, 10 fois plus grand que M.
On approche un modèle MA par un modèle AR d'ordre infini. Alors, une deuxième remarque, donc toujours par rapport à ces modèles MA et AR. Ah oui, avant la remarque. Là, c'est un modèle MA, donc d'ordre. Alors, à vérifier aussi cette histoire d'ordre. Normalement, d'ordre 1. Alors, normalement, si c'est un modèle d'ordre 1, je devrais m'arrêter à B0. Sauf si je suppose que B0 est 1, à ce moment-là, je pourrais déterminer B1. Modèle d'ordre 1. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Alors, assez souvent dans les ouvrages, en fait, on prend B0 qui vaut 1. Donc, du coup, quand vous allez estimer un modèle d'ordre 1, vous aurez juste à estimer B1. Donc là, on me demande d'estimer les paramètres du modèle en supposant donc que les Y1 sont connus. Donc, je vais le faire ici. Je ne sais pas si j'ai développé les équations, sinon je vais faire le calcul. Apparemment pas, donc je vais faire le calcul. Donc, pour un modèle d'ordre 1, vous allez écrire donc cette équation. Donc, ça vous fait donc, vous avez RY0 qui vaut donc sigma carré fois B0 au carré fois B1 au carré. Ensuite, vous avez RY de 1 qui vaut sigma au carré fois B0, B1. Et on vous dit dans cet exercice, prendre B0 qui vaut 1. Si vous prenez B0 équivaut 1, donc à partir, n'oubliez pas que nous, on cherche toujours à estimer sigma X et B. Donc à partir de celle-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ici, je peux remplacer. Alors, je vais d'abord développer celle-ci. Donc RY de 0, c'est sigma X au carré. Alors, fois 1 plus B1. Alors, on m'a donné B0 qui vaut 1. Donc ici, ça me fait RY1 qui vaut sigma X au carré fois B1, ce qui implique que B1, c'est RY de 1 sur sigma X au carré. Donc ici, je remplace ici, ça me fait donc RY0 qui vaut sigma X au carré fois 1 plus B1. Donc B1 au carré, donc RY1 au carré sur sigma X. Alors, au carré, donc ça fera sigma X puissance 4. Alors, ça me donne quoi tout ça? Ça me fait sigma X au carré plus sigma X au carré fois RY1 au carré sur sigma X puissance 4. Je simplifie. Donc, ça me fait sigma X au carré plus RY1 au carré sur sigma X au carré. Je peux réduire en même dénominateur. Ça me fait donc 4. Oui, sigma X au carré. Donc, tout ça, ça me donne donc RY0 fois sigma X au carré, qui vaut donc sigma X4 plus RY1 au carré. Alors, je vais poser sigma X4 qui vaut X au carré. Donc, tout ça, ça me fait X au carré, moins RY0 X. Ça, je l'ai ramené ici, plus RY1 au carré qui vaut 0. Donc, pour calculer sigma X au carré, il faudra calculer maintenant le delta, trouver les valeurs de X, trouver celle qui est positive. Une fois qu'on l'a trouvé, remplacer ici pour trouver B1. Je vais m'arrêter ici pour le calcul. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur là. Alors, donc, pour ce qui est donc du modèle ARMA, donc le modèle ARMA, c'est la combinaison des deux. Ça veut dire que vous avez qu'il s'agit du numérateur ou du dénominateur, ils sont différents de 1. Donc, vous allez décomposer en deux, un modèle AR et un modèle MA qui serait un modèle AR d'ordre infini. Donc, il faudrait suivre la modélisation AR par une modélisation MA.
Donc, pour ce qui est de l'usage, le AR est quand même, vous l'avez remarqué, qui est simple à calculer puisqu'il nous amène à des équations linéaires, un système d'équations linéaires. Pour l'autre, pour MA ou ARMA, il faudrait se retourner vers la programmation non linéaire. Alors, une deuxième remarque, c'est lié à la modélisation, à la DSP, les modèles AR ou MA. Alors, avant la remarque, j'ai rajouté aussi quelque chose. Donc, je parle spécialement donc, du modèle AR. Il est utilisé pour faire de la prédiction donc, linéaire, donc tout ce qui est série chronologique, donc temporelle. Vous allez pouvoir donc toujours essayer de déduire la valeur de l'observation courante en fonction de celle des précédentes. Donc, quand vous faites ça, vous êtes en train de faire donc de l'estimation. Vous pouvez même faire de la prédiction, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de valeurs. Vous pouvez essayer de prédire les prochaines valeurs. C'est ce qu'on fait quand on fait de la modélisation en finance, quand on cherche le cours des devises, le cours du pétrole pour pouvoir décider des dépenses annuelles. On le fait aussi quand on fait de la météo, donc pour faire de la prévision, connaître le taux de précipitation. Donc, à chaque fois, c'est toujours utiliser les données qu'on a pour construire un modèle. Et ce modèle-là va nous faire, donc, permettre, entre autres, comme je viens de le dire, de faire de la prédiction. Mais quand vous supposez un modèle, c'est que vous avez déjà décidé du choix. Quand je porte le modèle AR, c'est-à-dire que je suis en train de supposer que les valeurs actuelles ou futures ne dépendent que des valeurs précédentes. Donc, j'ai déjà décidé d'un modèle et j'ai décidé que cette prédiction était linéaire, c'est-à-dire que la valeur courante est une combinaison linéaire des valeurs précédentes. Donc, ce choix du modèle est primordial parce qu'il faut que ça ajuste à vos données. Vous ne pouvez pas modéliser une parabole par l'équation d'une droite. Alors, par rapport à la remarque que je voulais faire tout à l'heure, en fait, quand vous prenez un modèle AR ou MA, alors rappelez-vous que AR, je vais le réécrire ici, c'est un modèle où vous avez des pôles. Et en fait, quand vous allez résoudre des composés en éléments simples, ici, ça va vous faire 1 plus un produit de pôles. Or, les pôles représentent des maxima. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le modèle AR, ben, c'est celui-là. En fait, vous allez bien modéliser les maxima. Pourquoi aussi, entre autres, il est utilisé? Parce que les maxima, c'est les fréquences principales. Lorsque vous utilisez un modèle MA, donc vous allez créer comme un produit de zéro, vous allez bien modéliser les minima. Est-ce que ici, par exemple, pour une représentation où je cherche pour un signal, où je cherche les fréquences les plus porteuses d'énergie, ce qui m'intéresse, c'est les fréquences, donc je dis porteuses d'énergie, donc celles qui correspondent à un maximum. Bien sûr que la combinaison des deux vous permettra de modéliser aussi bien les maxima que les minima. Là aussi, ça peut vous servir dans un exercice. On vous dit d'identifier le modèle. Ça, c'est forcément un modèle MA parce que ce qui est bien mis en valeur, c'est les minima. Ça, c'est un modèle AR parce que justement, ce qui est bien mis en valeur, c'est justement les maxima. Alors, je ne pense pas avoir d'autres remarques par rapport à ce cours-là. Donc, bien sûr, j'ai ici une dernière remarque quand même, toujours par rapport au choix du modèle. Là, c'est sorti un peu en grand. Donc, si vous prenez un ordre de modèle beaucoup trop grand, en fait, il va suivre les plus petites évaluations et vous allez vous retrouver justement, si vous prenez un R trop grand, regardez, s'il suit les plus petites variations, vous allez vous retrouver à modéliser le bruit, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, lorsque vous cherchez à faire de l'estimation en utilisant un modèle AR, c'est-à-dire vous essayez d'estimer la DSP, dans l'idéal, il ne faut pas prendre un ordre élevé. Si vous prenez un ordre trop grand, vous allez vous retrouver plus à modéliser le bruit. Normalement, c'est ma dernière remarque. Ça clôt ce cours. Le prochain sera dédié à l'estimation au filtrage adaptatif.